Parfait. Monsieur Galéa, Monsieur Célio, je viens à vous. Hop. De toute façon, l'idée, c'est relativement simple, c'est qu'aujourd'hui, on puisse parler donc de la posture et puis donc la méthodologie qu'on doit avoir pour un entretien. Je pense que ça peut être pas mal déjà que tu puisses toi te présenter, expliquer donc ce que tu fais et comment on va du coup aborder cette session ensemble, voilà, pour pouvoir apporter, on va dire des éléments clés et puis les outils nécessaires pour que mes candidats puissent aborder l'entretien de la façon la plus sereine possible. parfait. Écoute, avec plaisir, Célio. Donc déjà, je me présente, je suis Jérémy Guéléa. Donc je suis coach en transition professionnelle et en valorisation de son image pro, c'est-à-dire que j'interviens et j'accompagne surtout les personnes à réussir leurs entretiens d'embauche et surtout à réussir les entretiens à forts enjeux. Aujourd'hui, un entretien, c'est quelque chose de technique, c'est un moment qui va être stratégique, c'est un moment qui va être impactant. Et l'idée, c'est de pouvoir mettre en place un certain nombre d'éléments, de techniques, de stratégies, tout en restant authentique. On le verra un peu plus tard, parce que l'authenticité fait partie intégrante justement de cette validation-là. Je suis un passionné de l'être humain, c'est-à-dire que je pars du principe où chaque être humain a un fort potentiel en lui. On a tous une lumière qui ne demande qu'à être libérée. Et l'idée justement, c'est dans les accompagnements, c'est d'aller chercher cette lumière-là, qu'on peut appeler aussi un potentiel, de telle façon à être capable à un moment donné de le conscientiser, puis de le verbaliser face à nos interlocuteurs. Alors là, dans un contexte professionnel, ces interlocuteurs-là, ce seront des recruteurs, forcément. Alors ça peut être un directeur des ressources humaines, ça peut être une manager d'équipe, ça peut être un directeur de production, par exemple, peu importe. Mais l'idée, c'est tout le temps la même. L'idée, c'est d'aller mettre en place un certain nombre d'éléments, de verbaliser un certain nombre de points, de telle façon à ce que l'autre se dise « Ok, j'ai compris, monsieur ou madame, ce que vous pouvez m'apporter » et à partir de là, on commence à rentrer dans une relation de confiance. Pour répondre à ta question, aujourd'hui, l'idée, c'est de démystifier un petit peu l'entretien d'embauche. Ouais. Il est vrai que l'entretien d'embauche, c'est une terminologie qui peut faire peur. De base, souvent, les gens vont te dire oh non, moi, les entretiens, j'aime pas me vendre. Je leur dis ça tombe bien, vous n'avez rien à vendre. On vend strictement rien. L'entretien d'embauche, c'est un moment privilégié entre deux personnes, entre deux professionnels qui ont un objectif commun, c'est répondre favorablement aux besoins de l'autre. Donc ça, c'est génial parce que finalement, on se dit, je vais rencontrer un professionnel qui a un besoin et moi, j'arrive en tant que professionnel aussi, je suis potentiellement là pour lui apporter une solution. Et c'est à un moment donné, pendant nos échanges, c'est de se dire, ok, j'ai compris ce que vous recherchez, voilà comment moi, je peux y répondre favorablement. Donc là, par rapport à cet atelier-là, on va prendre un temps ensemble pour justement faire un petit peu la méthode entonnoir. C'est déjà comprendre qu'est-ce qu'un entretien d'embauche et puis aller justement mettre les pieds dans le plat, voir un petit peu toutes les techniques qui sont envisageables pour justement réussir cet entretien ou en tout cas se sentir le plus à l'aise possible. Je comprends. Et à la fin, je pourrais donner un certain nombre de techniques ou d'astuces qui sont universelles finalement et qui tendent justement à regagner confiance et à arriver avec du contenu. Parce qu'il n'y a rien de pire pour un candidat, c'est d'arriver et de se sentir démuni face aux différentes questions. Et on va le voir un petit peu plus tard, les questions, elles sont très souvent tout le temps les mêmes. Elles peuvent être verbalisées de différentes façons, mais la finalité reste la même. Pas de souci. Et peut-être déjà, pour débuter, s'il fallait, on va dire, introduire l'entretien en quelques mots, tu l'introduirais de quelle façon? Alors, l'entretien, je partirais du principe où tout est une histoire de posture. Ouais. C'est-à-dire que très souvent, ce qu'on peut observer, c'est que dans un entretien d'embauche, il y a le recruteur qui va avoir une posture dite haute et le candidat qui peut, alors même des fois de façon inconsciente, c'est même pas voulu de sa part, mais qui peut avoir une posture un peu plus basse. Ouais. Et dès le départ, on n'est pas sur un postulat d'équité. Alors que l'entretien d'embauche, on est clairement dans une relation dite gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi en tant que candidat, quand je viens, je sais que je viens avec de la matière. Je sais que je viens avec un certain nombre d'éléments qui vont tendre justement à permettre au recruteur de dire tiens, lui ce qu'il me dit, c'est intéressant, j'ai besoin de creuser davantage. Dans cette relation dite gagnant-gagnant, il faut bien comprendre que
le candidat, et ça c'est vraiment extrêmement important à comprendre, le candidat ne recherche pas un emploi. Il n'est pas là en mode mendicité, s'il vous plaît, donnez-moi un Mmh. emploi, absolument pas. Il est dans une posture de départ où il ne recherche pas un emploi, il vient proposer ses services. Et ça, c'est une nuance qui est complètement Ouais, fondamentale sûr. parce que de suite, on part sur un sentiment d'équité Ouais. et c'est ce sentiment d'équité qui va faire que déjà, on va arriver de façon beaucoup plus sereine, beaucoup plus ancrée Mmh. face à ce qu'on pourrait apporter. Donc, c'est vraiment je dirais que l'entretien, c'est une occasion privilégiée Mmh. de se rendre compte finalement que les personnes peuvent s'aligner sur un objectif commun. Ça, c'est fondamental. Donc si en gros, je pourrais dire un peu résumer la situation, c'est pas partir dans ce postulat où du coup, la personne qui candidate en fait est en demande et donc du coup, entre guillemets, en position basse, Mhm, mais plutôt voir ça comme une collaboration c'est où il y ça. a justement, un besoin et puis donc du coup de l'autre côté, donc une offre à ce besoin et de faire justement, ce matching lors Mm. justement de l'entretien pour voir si, du coup, l'offre et la demande matchent entre les 2 interlocuteurs. Bien sûr, c'est exactement ça. C'est-à-dire que dès l'instant où vous avez une opportunité d'emploi qui s'offre à vous, Ouais. ça sous-entend qu'il y a une porte qui est ouverte. Et dès lors qu'on voit que cette porte-là, elle est ouverte, la question, c'est de se dire, moi, en tant que candidat, comment je peux maximiser mes chances Mmh. pour pouvoir entrer de la meilleure des façons. Et véritablement, un entretien d'embauche, c'est un moment où on va mettre en place beaucoup de méthodologie, beaucoup de préparation. C'est de la stratégie. Très souvent, j'ai pu entendre dire des personnes ah bah moi j'aime pas les entretiens d'embauche parce que je suis timide, je suis réservé et j'ai du mal à parler de moi. Et je leur dis, à contrario, bah, ça tombe bien, parce que dans toute ma carrière, et j'ai accompagné plus de 500 personnes durant toute ma carrière, donc ce qui est un chiffre assez élevé par rapport à cela. Et ce que je leur dis à ces personnes-là, c'est que les personnes qui ont le plus réussi leurs entretiens d'embauche, justement, c'était des personnes qui étaient dites réservées. Pourquoi? Mmh. Parce qu'en fait, on a mis en place une méthodologie, on a mis en place une stratégie impactante, différenciante, qui a permis justement, quand bien même on a peut-être du mal à se mettre en avant, Mmh. bah, si on s'appuie sur une structure existante, une structure qui a fait ses preuves, bah, à ce moment-là, c'est un petit peu comme un plongeur, en plongée sous-marine. Il y a son fil qui va lui permettre toujours de pouvoir remonter à la surface et d'être sûr et certain qu'il ne se perd pas. Et Mmh. bah, la structure qu'on va mettre en place, hein, donc c'est une structure qui est extrêmement cohérente, va permettre justement au candidat, à un moment donné, s'il se sent déstabilisé pendant les échanges, parce qu'avec l'enjeu, avec le stress, c'est humain, chaque humain a le droit, et ça c'est un droit aussi qui c'est important, il faut s'autoriser, accepter que des fois à un moment donné, on peut avoir un moment de pression qui se manifeste, et bien dans ce cas-là, il y a des techniques qui sont très simples, comme la respiration, comme prendre un temps, peut-être prendre une seconde ou deux avant de répondre. Pas tout le temps être dans le je ne veux pas laisser de blanc parce que si je laisse un blanc, ça sous-entend qu'il y a un malaise entre nous. Mmh. Absolument pas. Au contraire, ça peut être valorisé sur le fait que je laisse un blanc, ça veut dire que je structure ma pensée. Ça veut dire que ce que je vais dire, c'est quelque chose qui est voulu. Et ça, c'est important. Donc ça, c'est des techniques que je peux mettre en place avec les personnes, mais ça fonctionne complètement. OK. Écoute, je te remercie en tout cas pour l'introduction, pour que Avec plaisir. justement, tout le monde puisse comprendre un peu les fondamentaux donc de l'entretien. Mhm. Maintenant, ma deuxième question, j'aimerais, c'est maintenant que le candidat comprend donc quels sont les tenants et les aboutissants donc de la définition d'un entretien, comment maintenant il se prépare du coup à Bien tout sûr. ça? Ok, c'est une excellente question parce que tu as employé le verbe préparer. Mmh. Le verbe préparer, c'est la base d'un entretien réussi. Ouais. C'est-à-dire que, avant toute chose, un entretien d'embauche, c'est un échange Mmh. entre deux êtres humains. Et ce que je dis tout le temps aux personnes, c'est que avant d'être un directeur marketing, avant d'être un trader, avant d'être un pâtissier, avant d'être une assistante RH ou je ne sais quoi, bah, on a des hommes et des femmes et on a des êtres humains. Mmh. Et c'est véritablement important de comprendre que c'est une connexion entre deux êtres humains qui ont une casquette professionnelle sur la tête. Mmh. Mais si on retire cette casquette professionnelle, il n'en demeure pas moins qu'on reste la même femme ou le même homme. Et ça, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que dans cette notion de préparation, il est important de comprendre
que pour arriver le plus sereinement possible, bah, ça va demander presque une introspection sur soi. Mhm. C'est-à-dire que très souvent, les gens qui veulent se positionner sur le marché de l'emploi, à un moment donné de leur carrière, ils peuvent se poser la question, tiens, par exemple, si on parle du cas de la reconversion professionnelle, aujourd'hui, je suis arrivé à un stade de ma vie, à un stade de ma carrière où j'ai envie, où je ressens le besoin de faire autre chose. Ouais. Bon, bah, c'est un besoin qui est complètement légitime. Et souvent, ils ont du mal à déterminer, ah bah, je ne sais pas exactement ce que je veux faire. Et donc, je leur dis, bah, savoir ce qu'on veut faire, depuis tout à l'heure, je mets mes trois doigts comme ça, parce que c'est savoir ce qu'on veut faire, c'est la troisième question d'un cheminement personnel que l'on doit avoir. C'est-à-dire que très souvent, les gens cherchent à répondre à cette troisième question, alors qu'il y a les deux premières questions, et ça, on s'en rend compte très souvent, ils n'ont pas forcément répondu à ces deux premières questions. Mhm. Pas des questions qui sont simples, des questions qui sont même assez profondes et qui peuvent évoluer, parce que l'être humain, il évolue avec le temps forcément. La première question, c'est une question qui est fondamentale, qui va être « qui suis-je » ? Et cette question « qui suis-je » elle est fondamentale parce que ça va être une rencontre avec nous-mêmes. Mhm. Avant même de se dire « tiens, face à un recruteur, je vais mettre en place telle technique, je vais lui dire que j'ai développé telle compétence », on n'est même pas dans ces sphères-là tout au départ. C'est déjà en tant qu'homme ou en tant que femme, se dire bah, quel être humain je suis. Parce que la première question qu'on va vous poser à un entretien, parlez-moi de vous. Qui êtes-vous? On ne vous demande pas tout de suite qu'est-ce que vous savez faire. C'est à un moment donné, parlez-moi de vous. Et souvent, on va le voir un peu plus tard, bah, quand on pose la question parlez-moi de vous, bah, les gens ils répondent à côté de la plaque, ils répondent ce qu'ils font. Ils ne répondent pas à la question qui êtes-vous finalement? C'est une question sous-jacente. Quelles sont vos valeurs fondamentales? Qu'est-ce qui vous anime? Pourquoi vous vous levez le matin? Quelles sont vos propres limites? Quels sont les sacrifices que vous pouvez faire? Dans quoi vous prenez du plaisir? Dans quoi vous reconnaissez que vous êtes dans votre zone de flow, c'est-à-dire votre zone d'excellence? Et ça veut dire qu'à un moment donné, ces questions-là, elles sont assez profondes parce qu'elles peuvent renvoyer peut-être à certains blocages qui sont liés à une estime de soi, à de la confiance en soi, à un moment donné à se dire « Ah, peut-être que je ne suis pas capable d'aller postuler sur tel type de poste parce que peut-être que je vais être malmené. » Et en fait, la personne, elle va se construire une réalité qui va être sa propre réalité, mais qui ne sera pas forcément la réalité. Et savoir qui on est, bah, c'est quelque chose qui est très profond, quelque chose qui est fondamental et que, en tout cas, moi, je suis convaincu que chaque être humain devrait être capable de répondre. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, finalement, c'est un prolongement de qui nous sommes aujourd'hui, c'est qui j'ai envie de devenir. Et dans le qui j'ai envie de devenir, bah pareil, ça va demander du courage à un moment donné, parce que dans qui j'ai envie de devenir, il y a peut-être à un moment donné des rêves, des projets, des ambitions qu'on n'a pas assouvis à une période de notre vie. C'est-à-dire que si aujourd'hui la personne elle a 40, 50 ans, 55 ans et qu'elle se rend compte que savoir qui on est, ça demande justement d'introspection, du courage. Et voilà, le point, ben, comment, tu vois, ben, faire face un peu à ce courage, tu vois. Et puis... c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, un candidat convaincant, c'est un candidat convaincu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner à l'autre ce qu'on n'a pas soi-même. C'est-à-dire que si à un moment donné, je veux parler de moi avec fierté, à un moment donné avec authenticité, le but, c'est pas de dire « moi, je suis le meilleur ». Non, c'est à un moment donné de dire « voilà, à travers ma vie, à travers ma carrière, voilà ce que j'ai pu faire, voilà ce que j'ai pu développer, voilà quels sont les projets que j'ai eus ». Et c'est à un moment donné d'être en phase avec la personne que l'on est. Ouais. Donc ça, c'est dans cette notion de préparation, il y a vraiment une préparation sur soi-même. Ensuite, il y a une préparation, on va dire, un peu plus logistique dans cette préparation d'entretien. C'est-à-dire que déjà, l'idée, c'est donc dès lors qu'on a décroché un entretien d'embauche, forcément, on va avoir un certain nombre d'informations qui vont être le nom de l'entreprise, qui vont être le nom de la personne ou des personnes que l'on va rencontrer. Donc déjà, la base de toute chose, c'est de faire une recherche approfondie sur l'entreprise. Il y a trop de candidats qui arrivent en entretien parce qu'ils sont tellement focalisés sur ce qu'ils savent faire et le bien fondé de leur propre personne qu'ils en oublient qu'à un moment donné, il y a l'autre. Mais l'autre, il est tout aussi important que nous. Parce qu'à un moment donné, on le verra peut-être un peu plus tard, c'est vous allez tomber sur des questions. Pourquoi avez-vous postulé chez nous, Monsieur Dupont, Madame Durand? Et dans cette fameuse question, il va falloir aller trouver des points de convergence entre mon parcours, entre mes valeurs, entre ce que j'aime, entre mon expertise et entre ce que propose l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment fondamental.
ok. Donc, l'idée, c'est d'aller faire une étude vraiment de l'entreprise. Le but, c'est pas de tout connaître sur l'entreprise, mais de connaître des points clés qui vont être, par exemple, l'histoire. Est-ce que c'est une entreprise à dimension internationale? Est-ce que c'est une entreprise à taille humaine, par exemple? C'est de connaître peut-être l'organigramme avec les principaux postes qui sont occupés. Ça va être peut-être de connaître la concurrence si c'est dans un domaine commercial. Ça va être de connaître l'histoire. Ça va être de connaître les valeurs. Bien sûr, on en a parlé tout à l'heure. Donc, ça veut dire que je vais avoir l'actualité. Je vais avoir besoin d'avoir certains points clés. Parce qu'à un moment donné, on va me poser des questions sur l'entreprise. Parce qu'il se peut que les personnes que je rencontre, vous avez des personnes, peut-être ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'elles sont dans l'entreprise. Elles ont gravi tous les échelons. Donc, il y a une forte culture d'entreprise qui est ancrée chez eux. Et donc, pour eux, ils veulent s'assurer que le futur collaborateur, la future collaboratrice, en fait, elle est quelque part le même ADN qu'eux. Donc, le but, ce n'est pas de trop en faire. Mais le but, et même pour le candidat lui-même, si je me positionne du côté du candidat, on va quand même passer beaucoup de temps au boulot. On passe plus de temps au travail qu'à notre domicile et qu'avec notre propre famille. Donc ça sous-entend qu'à un moment donné, moi aussi en tant que candidat, j'ai envie de savoir où je vais mettre les pieds, j'ai envie de savoir dans quel environnement de travail je vais travailler, etc. Donc ça veut dire que pour moi, j'ai besoin de comprendre tout ça. Donc j'ai besoin de visualiser, j'ai besoin de me projeter. Parce que ce mot projection va être important, parce que ça va être le point clé entre le recruteur et le candidat. C'est est-ce qu'il y a une projection commune? Si la réponse est oui, c'est gagné. Donc par rapport à la préparation, donc, il y a cette préparation-là. Et puis il y a aussi l'idée déjà de préparer ses idées. On parlait de structure, on va le voir un peu plus tard dans comment préparer de façon très précise l'entretien. Mais moi, je parle toujours de direction à suivre. C'est très rare qu'une personne, 2 fois de suite, elle dise exactement la même phrase. Parce que voilà, en fonction du contexte, en fonction de la question, en fonction de l'humeur, en fonction d'un certain nombre d'éléments, on va pouvoir employer tel mot ou telle terminologie. En revanche, la direction à suivre, elle restera tout le temps la même. C'est-à-dire que moi, il faut que dès le départ, je puisse me dire « Ok, Jérémy, quelle est l'idée principale que j'aimerais que les recruteurs aient de moi quand je m'en vais de la salle ?» Okay, pour donner justement cette vision. Et d'ailleurs, pour revenir un petit peu là-dessus, c'est que pour donner cette image, comme on dit, du recruteur par rapport à soi, faut déjà arriver à qui on est et quelle questionnologie peut se poser justement le candidat pour savoir qui il est, justement. Comment il arrive à ça? Alors, qui on est, c'est quelque chose de profond. C'est quelque chose, encore une fois, c'est pas tiens, je me lève le lundi matin à 8 h et à midi, je sais qui je suis. Non. On a dit que l'être humain, il évolue, hein, c'est comme tout, forcément. Par contre, ce qui va rester très souvent ancré, c'est ses valeurs fondamentales. Très souvent, il faut. Ça dépend. J'allais dire très souvent, il faut faire appel à quelqu'un d'extérieur. Pas forcément. C'est-à-dire que se connaître, ça demande vraiment de la transparence. Ça demande du courage, ça demande de l'amour, ça demande à un moment donné d'être au clair avec soi-même. Peut-être qu'à un moment donné, l'être humain va détecter qu'il a des failles, il va détecter qu'il a des fragilités, il va détecter qu'il a peut-être des traumas qui peuvent être plus ou moins importants, sans forcément rentrer dans de la pathologie ou des choses comme ça. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, c'est reconnaître qu'on n'est pas parfait, parce qu'il n'y a aucun être humain sur Terre qui sait tout faire, qui connaît tout, qui est parfait. Non, chaque être humain, il a ses points forts et puis il peut avoir certaines fragilités. Et déjà, la maturité, c'est déjà de comprendre et d'accepter qu'on a une part de nous-mêmes qui peut être un peu plus fragile et de se dire, ok, si cette part de moi-même qui est fragile, c'est une part par exemple que je vais retrouver très souvent dans mon métier, il y a peut-être des chances que je vais me faire plus de mal que de bien au boulot. Donc l'idée, c'est peut-être prendre un pas en arrière, prendre ce qu'on appelle un petit peu de recul et se dire, est-ce que véritablement ce métier-là, c'est la voie que j'ai voulu? Ou peut-être qu'inconsciemment, c'est peut-être le métier que voulaient que je fasse mes parents quand j'étais gamin, que la société m'a suggéré de faire, peut-être que mon mari ou que ma femme m'a dit de faire, etc., etc. Donc, à un moment donné, on peut être face à une réalité et il va falloir trouver des solutions. Et c'est ça qui est génial, en tout cas pour moi et dans les personnes que j'accompagne, c'est vraiment d'aller creuser avec la personne. Parce que la technique de l'entretien, moi je dis toujours c'est facile de réussir un entretien. Ce qui est plus difficile,
c'est d'aller révéler ce que la personne a au fond d'elle. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça, souvent, en tout cas, à mon sens, il faut se faire aider par quelqu'un, ou en tout cas, dans les grandes lignes. Je comprends. Mais on va dire, pour Aquila, on va dire quelques petites étapes sur, par exemple, si par exemple, on prenait un exemple. Je ne sais pas si peut-être toi, tu vas par exemple expliquer, toi, qui est-ce que tu es, enfin, qui est ton toi, pour peut-être donner un peu une vision au candidat pour qu'il puisse comprendre un peu comment il peut se présenter, quoi. Alors, il y a un outil qui est très puissant pour ça, qui s'appelle l'ikigai. Donc, c'est du japonais qui exprime finalement quelle est notre raison d'être. Alors, c'est tout un protocole à mettre en place. Et l'ikigai, c'est génial parce que finalement, c'est la rencontre de plusieurs questions existentielles qui vont faire qu'à un moment donné, on a le sentiment que, voilà, aujourd'hui, ma raison d'être, c'est celle-ci. Tout en sachant, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ça peut évoluer. Mais on se rend compte que quand ça évolue, il y a quand même un fil conducteur. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, Jérémy Guéléa, mon fil conducteur, ça va être l'être humain. Je commençais tout à l'heure en me présentant en disant que je suis un passionné de l'être humain. Parce que j'ai une hypersensibilité qui fait que très rapidement, je vais réussir à connecter avec une personne, je vais réussir à comprendre les non-dits, je vais réussir à détecter un petit peu ce qui va ou ce qui ne va pas chez la personne. Donc, c'est-à-dire que cette hypersensibilité que j'ai et qui fait partie de moi, je vais l'utiliser à bon escient pour pouvoir justement accompagner le plus de personnes possible à atteindre leurs objectifs. Mais ça, je ne l'ai pas tout de suite découvert. J'ai tout de suite compris que je ressentais rapidement les choses. Quand j'ai commencé ma carrière, il y avait plein de techniques que je faisais. Je ne savais même pas que c'était des techniques de coaching ou de formation, de consulting. Je les faisais parce que c'était des prédispositions naturelles qui m'amenaient à aller sur ce terrain-là. Et c'est par la suite, en me formant, en professionnalisant ma démarche, que je me suis dit, tiens, c'est rigolo ça. Alors, je le faisais et je ne savais même pas que c'était une technique qui existait. Un impact, ouais. Parce que d'ailleurs, par rapport à ça, en fait, quand j'y pense, quand tu parles de l'ikigai, ça me fait penser que justement, moi, mes candidats, quand ils débutent l'accompagnement, je leur fais faire justement leur énéagramme, qui du coup, test de personnalité. C'est différent, l'énéagramme. Qui explique déjà comment ils fonctionnent, etc. Je sais que ça donne déjà, en tout cas, beaucoup d'informations aussi sur leur méthode de fonctionnement, qui ils sont. Et je pense que voilà, c'est en tout cas une sorte de première initiation aussi à se découvrir soi-même et qui on est, quoi. C'est ça, en fait. Alors aujourd'hui, aujourd'hui, en tout cas depuis quelques années maintenant, tout ce qui est Enneagramme, Ikigai, MBTI, ProcessCom, analyse transactionnelle, etc., ce sont autant d'outils. En fait, c'est comme une grosse caisse à outils, la PNL, etc. Ce sont des caisses à outils avec un certain nombre d'outils qui vont faciliter ou en tout cas permettre à chaque être humain d'aller comprendre des réactions, des comportements que nous avons, des modes de communication. On sait très bien qu'aujourd'hui, il y a plusieurs modes de communication qui existent. C'est important de se connaître soi-même et de dire, OK, moi j'ai un mode de communication qui est plus visuel qu'auditif, par exemple. Parce que dans mon vocabulaire, dans ma façon de penser, dans ma façon d'interagir avec l'autre, je sais que je vais plus faciliter, par exemple, l'analogie, la métaphore, parce que je vais être beaucoup plus dans le côté visuel. Mais si en face de moi, j'ai une personne qui n'est pas forcément comme ça, à un moment donné, il se peut qu'on ne se comprenne pas forcément tout de suite. Donc l'idée, encore une fois, ce n'est pas demain d'être un professionnel. Si demain, j'ai une personne qui est dans un métier, je ne sais pas, moi, on va prendre dans le bâtiment et qui va se dire, en tout cas, quand je vais passer un entretien, on va me demander si je sais monter ou faire du ciment, des choses comme ça. Il ne va pas forcément être dans cette sphère-là. Mais c'est pour ça que se connaître, ce n'est pas forcément je vais en mettre plein la vue à mon interlocuteur le jour J. Non, là on est vraiment en amont. C'est pour ça que je parlais de préparation et que, en vrai, pour moi, en tout cas, chaque être humain devrait être capable de se connaître. Parce que se connaître, ça facilite les interactions, mais même avec sa famille, avec son mari, avec sa femme, avec ses enfants, avec ses voisins, avec ses collègues, avec tout le monde finalement. Et se connaître, parce que là je parle des voisins, de la famille, du mari, de la femme, mais la première personne avec qui on communique chaque matin, c'est qui? C'est nous-mêmes. Donc si déjà moi-même, en tant qu'être humain, en tant que personne, j'ai un mode de communication envers moi-même, par exemple, qui est trop dur, qui est trop colérique, à un moment donné, vous avez des gens justement, et ça on le voit en entretien d'embauche, qui vont vous dire « Ah, moi je suis quelqu'un de perfectionniste ». Mais qu'est-ce que ça veut dire perfectionniste en fait? Les gens ne s'autorisent même plus à se tromper.
on est des êtres humains. On n'est pas encore des intelligences artificielles. Donc ça veut dire c'est accepter, reconnaître que je peux avoir certaines fragilités. Et justement, l'idée, c'est de se dire comment je peux faire pour les consolider ou qu'est-ce que je peux faire justement pour valoriser ou contrecarrer peut-être cette fragilité-là. Et c'est pour ça que moi, je trouve ça fascinant de se dire qu'un entretien d'embauche, finalement, c'est une rencontre entre deux êtres humains. C'est ce que je disais tout à l'heure, qu'on certes un objectif commun, mais c'est une rencontre entre deux êtres humains. Et plus on sera OK avec cette idée-là, plus on sera authentique. On ne va pas vous demander d'être parfait à un entretien d'embauche parce que le recruteur ou les recruteurs eux-mêmes ont leurs propres problèmes, ont leurs propres contrariétés. Ils ont peut-être des choses qui ne vont absolument pas dans leur vie personnelle et des fois même professionnelle. Donc le but, ce n'est pas d'arriver en disant « moi, je vais être sauveur de l'humanité ». Non. Le but, c'est d'arriver en disant « voilà, moi, Monsieur Dupont, Madame Durand, voilà ce que je peux vous apporter, voilà qui je suis et voilà pourquoi nous aurions tout intérêt à collaborer ensemble. » Donc, si je comprends bien, on va dire, pour résumer un peu la préparation avant l'entretien, c'est déjà cette première phase déjà de se connaître soi-même. Donc ça passe voilà, par comprendre son soi profond, notamment voilà, tu nous as parlé de l'ikigai, de aussi préparer l'entretien, donc se renseigner voilà, sur l'entreprise, etc., son histoire, ses concurrents, sa vision, pour voilà, venir en tout cas amener là-dessus et comprendre en termes de projection qu'est-ce qu'on peut apporter justement à l'entreprise pour voilà, avoir une vision commune. Donc ça, c'est on prépare. Maintenant, concrètement, comment ça se passe pour l'entretien maintenant? Alors, l'entretien d'embauche en lui-même. Un entretien d'embauche, si on retire tout ce qui est formule de politesse, bienvenue, installez-vous, on vous présente l'entreprise, blablabla, finalement, un entretien d'embauche, il y a deux grosses parties dans l'entretien d'embauche. La première partie, qui est extrêmement importante, parce qu'elle va conditionner la deuxième partie, qui va être le pitch de présentation. Un pitch de présentation, c'est très court en temps, mais il va conditionner la deuxième partie de l'entretien qui va être le fameux jeu de questions-réponses. Ce jeu de questions-réponses, il va être conditionné par ce que j'appelle votre bande-annonce. Un pitch de présentation, c'est une bande-annonce. Une bande-annonce, elle sert à quoi? Elle sert à susciter l'intérêt, elle sert à éveiller le désir, elle sert à se questionner, elle sert à mettre en avant finalement tous les points clés, tous les points fondamentaux que nous aimerions approfondir dans le jeu de questions-réponses. Donc un pitch de présentation, ça doit être court, ça doit être impactant, ça doit être différenciant. Il y a différentes techniques de pitch de présentation. On peut par exemple utiliser la technique du storytelling. Storytelling, c'est l'art de raconter une histoire. Parce qu'on sait que quand on raconte une histoire, finalement, on va aller toucher toutes les zones du cerveau qui vont permettre de créer des ancrages, qui vont permettre, tout à l'heure on parlait du côté visuel, de visualiser. Parce que l'interlocuteur, quand vous allez raconter une histoire, il va faire une immersion dans votre histoire. Il va peut-être même se projeter à la place du vainqueur de l'histoire. Et donc, du coup, ça va le renvoyer à ses propres croyances. Ça va le renvoyer à ses propres réussites ou à ses propres échecs. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de travailler un pitch façon storytelling. Mais si une personne, par exemple, n'est pas forcément à l'aise, parce que tout le monde ne l'est pas forcément à l'aise avec le storytelling, il y a des techniques qui sont très simples, qui vont être justement de s'attacher à une structure qui va être bien définie en amont, ça que je prépare avec les personnes, de telle façon à ce que la personne se dise « Ok, j'ai mes fameux panneaux de direction ». Parce que finalement, le pitch, c'est comme la bande-annonce, je disais. C'est-à-dire qu'une bande-annonce, si c'est un film d'horreur, on va montrer des scènes d'horreur. Si c'est un film comique, on va montrer des scènes comiques. Si c'est un film d'aventure, on va montrer des scènes d'aventure. Mais qu'est-ce qu'il va faire les réalisateurs quand il va montrer cette scène-là dans son pitch, dans sa bande-annonce? Il va montrer le début de la scène et au moment où il va se passer peut-être quelque chose de très important, il va couper et il va passer notre scène. Pour que le téléspectateur, au moment où il regarde cette bande-annonce-là, il se dise « Waouh, ça a l'air génial ça. Quand est-ce qu'il sort le film? Le 12 avril. Il faut absolument que j'aille le voir. Il faut absolument que j'aille le voir. Pourquoi? Parce que le téléspectateur, quand il voit cette scène-là, en fait, il a besoin de clôturer la scène.
Et ça, c'est extrêmement important. Il a besoin dans son esprit de clôturer la scène parce que l'être humain n'aime pas ce qui laisse vacant. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils aiment toujours débarrasser, faire la vaisselle avant d'aller se coucher, faire leur lit le matin avant de partir. Ils veulent clôturer parce que sinon, c'est comme si on crée une brèche dans le cerveau et le cerveau va y penser à un moment donné. Même s'il n'y pense pas de façon consciente, de façon inconsciente, il y a toujours ce quelque chose. Donc l'idée du pitch, c'est quoi? C'est de comprendre en amont quels sont les points clés que va rechercher l'entreprise et de se dire, OK, j'ai compris que cette entreprise, elle recherchait tel type de profil avec telle mission. Ça tombe bien, moi, Jean-Jean, je vais pouvoir lui expliquer que l'année dernière, il y a 3 ans, il y a 10 ans, il y a 6 mois, peu importe, en fonction de la carrière et le parcours de chacun, j'ai pu réaliser cette mission-là. Ouais. Mais je ne vais pas tout lui dire parce que c'est de la stratégie. Donc, je vais suffisamment lui en dire pour susciter son intérêt parce qu'au moment où vous allez parler, le recruteur va faire quoi? Il va prendre des notes. Ah tiens, vous me dites, tiens, et vous m'avez parlé d'un champ d'expertise, que vous avez développé une partie stratégie opérationnelle, qu'à un moment donné, vous avez été capable de faire gagner ou faire des économies à votre entreprise. Est-ce que vous pouvez développer? Bingo. Bien sûr, avec grand plaisir, Monsieur Dupont, Madame Durand, avec grand plaisir, je vais développer. Ça veut dire que c'est comme si je jetais des appâts, je suis pêcheur, et que le poisson vient mordre à l'appât. C'est exactement la même technique. Et bon, dans le storytelling, il faut qu'il arrive à mettre des actions où il a bien réussi, bien sûr, des choses qui mais mettent pas en tout avant, dire. quoi. Ouais. Pas tout dire. Si dans la bande-annonce du film, on sait qui est le tueur, on sait comment se terminent les scènes principales, quel est l'intérêt d'aller voir le film? Donc, du coup, je suscite suffisamment d'intérêt pour que le recruteur prenne des notes et qu'à la fin des 1 minute 30, 2 minutes maximum, parce qu'un pitch c'est court, ça doit pas c'est qu'une bande-annonce, ça ne dure pas 6 minutes. Une bande-annonce, ça dure 1 minute, 1 minute 30. Le pitch, c'est la même chose. Et qu'à la fin, quand on arrive justement dans ce fameux jeu de questions-réponses, la personne se dise « Ok, maintenant il est temps, je viens avec ma petite pelle, ma petite pioche et j'ai besoin de creuser. J'ai besoin que vous puissiez développer ce que vous me dites. » Je comprends. Et rapidement, vu que du coup le pitch est quand même assez court, quels seraient, on va dire, un peu les 3 points clés qu'il peut mettre dans ce pitch pour ne pas durer trop longtemps, parce que sinon il risque de s'égarer. Alors, le pitch, comme on disait, il faut déjà analyser à fond l'offre d'emploi. Il faut analyser l'entreprise. Parce que quand on va amorcer le pitch, alors il y a un pitch, c'est 1 minute long, enfin 1 minute 30, ça peut paraître long aussi si on ne l'a pas préparé. Donc, et ça peut être très court si on a plein de choses à dire. Donc l'idée, c'est de structurer, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, c'est de structurer sa pensée. Structurer sa pensée parce que si elle est structurée pour moi, elle le sera pour mon interlocuteur. Donc si par exemple, j'ai 25 ans de carrière, et dans mes 25 années de carrière, forcément, j'ai vu un certain nombre et j'ai réalisé un certain nombre de missions. Le but, ce n'est pas de réciter le CV de façon chronologique comme le font 9 personnes sur 10, où là, ça n'a strictement aucun intérêt. Ça, justement, c'est l'erreur fondamentale et presque numéro 1 que font les gens. C'est que quand on leur demande de parler d'eux, de suite, en fait, ils récitent leur CV de façon chronologique, alors que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de synthétiser, souvent, alors ça dépend, mais le top, ce serait en 3 points. Donc de synthétiser en 3 points. Par exemple, si, je sais pas, on va prendre un exemple d'une personne qui a fait de la formation, qui a une partie commerciale et une partie ressources humaines, par exemple, dans sa carrière, à un moment donné, de segmenter son expertise en 3 pôles d'expertise. Et dans chaque pôle d'expertise, de mettre 3-4 points clés qui vont être en lien direct avec ce que recherche l'entreprise. Pour que le recruteur se dise « Ah tiens, là vous dites, Jérémy, que vous avez réalisé telle mission. Est-ce que vous pouvez développer davantage ?» Bien sûr. Et c'est là où je vais pouvoir, dans le jeu de questions-réponses, développer beaucoup plus en détail tout ce que j'ai fait en fait. Les exemples. L'idée à chaque fois, c'est tout le temps de quantifier. Il faut que ce soit mesurable, il faut que ce soit vérifiable. Il faut que la personne, parce que si vous dites juste à la personne « Ah moi, j'ai permis à mon entreprise de réaliser des économies », c'est bien. Mais vous avez réalisé 2 francs d'économie ou 150 000 francs d'économie. Ce n'est pas la même chose. Dans quel délai vous l'avez fait? Dans quelle mesure? Est-ce que vous avez travaillé seul? Est-ce que vous avez travaillé en équipe? Est-ce que vous avez fait face à des contraintes? Comment avez-vous réagi face à ces contraintes-là?
Donc tout ça, il faut le préparer. C'est-à-dire que dès lors que moi je vais mettre dans mon pitch un point clé, il faut obligatoirement, c'est même pas une suggestion, c'est une obligation. Valeur chiffrée, quoi. Il faut que dans ma poche, c'est comme un jeu de cartes, il faut que dans ma poche, j'ai l'atout qui vienne justifier que ce que je dis, c'est vrai. Parce que dire, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Mais ça, on le dit au pitch ou après? Après, Ok, donc du coup, on lui donne pas l'information. Non. En fait, c'est pour ça que je disais que le pitch sert à susciter l'intérêt. C'est pour ça Ouais. que tout à l'heure, je faisais l'analogie avec la bande-annonce. Si dans la bande-annonce, je montre qui c'est le tueur, bah, ça sert à quoi d'aller voir le film? Même si le réalisateur, il va dire « Oui, mais quand même, il y a eu d'autres scènes avant. » Oui, ok, il y a eu d'autres scènes, mais je sais qui a tué qui. Donc, quel est l'intérêt? Ouais, d'appuyer sur tout ça. Ouais. D'accord. Donc là, vraiment, c'est plus, on va dire, un début. Donc, c'est-à-dire qu'il va débuter, après, il se présente lui, son parcours. C'est ça, Et puis après, les points clés qu'il a fait. mais un parcours aussi universitaire. Oui, ou- alors les trois. Ok. En fait, quel va être le nom du contenu? Quelle va être la matière première, la matière grise de tous nos arguments? Ça tient en un mot, ça s'appelle les compétences. Ok. Les compétences, pareil, ça c'est un terme où tout de suite les gens vont dire « Ah, les compétences, c'est un savoir-faire. » Non, le savoir-faire est un chapitre du livre compétences. C'est comme si j'ai acheté un livre qui s'appelle « Les compétences » et dedans il y a 3 grands chapitres. Il y a le savoir-faire, c'est ce que je sais faire, les missions que je réalise. En gros, ce sont les compétences techniques. Décrivez-moi une journée type. Voilà ce que je fais, ce que je fais, ce que je fais, ce que je fais. Ok, ça c'est du savoir-faire. Le deuxième chapitre des compétences, ça va être le savoir-être. Ouais. Le savoir-être, c'est le comportement. C'est lié à la personne. Aujourd'hui, le savoir-être, c'est extrêmement important dans le marché de l'emploi. Pourquoi? Parce qu'une compétence technique, on peut la développer assez rapidement. Une compétence humaine, si vous avez une personne, par exemple, dans votre équipe qui est têtue, vous avez une personne qui est impatiente, vous avez une personne qui est colérique, vous avez une personne qui est associable, bah, ça va être beaucoup plus long et les dégâts vont peut-être être beaucoup plus considérables qu'une personne qui va mettre peut-être un mois de plus à savoir faire un tableau Excel, mais au bout de 2 mois, c'est bon, il saura le faire à vie son tableau Excel. Donc du coup, les entreprises vont axer beaucoup sur le savoir-être, c'est-à-dire la partie comportementale, la partie humaine. Il y a le savoir-faire, c'est la compétence technique. Et la troisième compétence, c'est ce que tu disais, c'est le savoir tout court. C'est les diplômes, les formations, les certifications, les langues parlées. Si demain, je vois une offre d'emploi, « Ah, je sais tout faire, ça a l'air génial, etc. » et qu'on te demande de maîtriser l'allemand et que tu ne parles pas l'allemand, en tout cas que tu ne maîtrises pas l'allemand, ça ne sert à rien de postuler. Parce que ça, ce sont des compétences clés qui vont être demandées dans l'annonce. Il y a trop de gens qui perdent du temps à postuler sur des offres où il y a des compétences clés qu'ils n'ont pas. Ouais, qu'ils n'ont pas, ouais. Et donc ça, c'est ce point. Et donc du coup, il faut vraiment qu'il arrive, on va dire, à mixer un peu ces trois points super importants. Ouais. Et du coup, c'est bien de partir dans un ordre chronologique, antéchronologique. Oui, oui. Alors, la chronologie, alors après, ça, c'est de la structure, mais c'est-à-dire toujours commencer par la certification, le diplôme, pour comprendre un petit peu d'où on sort. D'où on sort, oui, plutôt d'où on sort. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, j'ai un cursus de ci, j'ai passé un CFC de ça, j'ai passé un bachelor de ça, j'ai fait un master de ça, peu importe, et se dire, ok, bah, cette personne-là, elle a baigné dedans, elle a un cursus. En gros, elle a acquis la théorie. Et ensuite, où est-ce que vous avez pu mettre en application votre théorie? Qu'est-ce que vous avez pu faire grâce à cette théorie-là? Et donc, on va pouvoir parler des principales missions, donc du savoir-faire. Mais un savoir-faire ne peut être maîtrisé que dès l'instant où on a utilisé des savoir-être. Parce qu'un savoir-être est toujours au service d'un savoir-faire. C'est qu'à un moment donné, tu as une personne qui va te dire moi, je suis excellent dans la négociation commerciale. Ok? La négociation commerciale, c'est quoi? C'est un savoir-faire. Je fais de la négociation commerciale. Mais grâce à quoi tu estimes être excellent dans la négociation commerciale? Donc, ça veut dire que si moi, je suis capable de dire que je suis excellent dans la négociation commerciale, mais que je suis incapable d'expliquer quelles qualités humaines me permettent de réussir toutes mes négociations commerciales, bah finalement, je pourrais semer indirectement chez le recruteur une graine de « moi, c'est son avis à lui, il ne sait pas l'expliquer, peut-être que je ne suis pas du même avis. » Et puis à un moment donné, si ce n'est pas vérifiable, c'est peut-être un coup de chance qui va me dire que moi, dans un contexte ultra concurrentiel, il va pouvoir reproduire ce qu'il a déjà fait dans une entreprise. Alors que si on est capable, et on revient à la même question, qui êtes-vous? Le qui êtes-vous, ce n'est pas que de la philosophie, hein.
C'est pas oui, quand j'étais petit, j'ai eu. Non, c'est qu'à un moment donné, si j'estime être force de proposition, si j'estime être proactif, si j'estime être réactif, si j'estime être en congruence avec qui je suis, bah, à un moment donné, ça veut dire que je vais utiliser tous ces éléments qui construisent finalement ma personnalité au service de mon métier. Une personne qui va peut-être être dans la mode. Ah bah, je fais, alors je fais exprès d'employer des termes, toujours le terme faire pour créer un ancrage du savoir-faire. Je fais, donc, ou je conçois par exemple des robes de mariée. Ok. Quelle qualité humaine avez-vous, monsieur Jérémy ou madame Durand, pour concevoir ces robes-là? Bah, si la personne elle sait, et voilà, si la personne elle sait pas qu'elle a la créativité, etc., ça sous-entend que, bah en fait, comment elle le fait? Ouais. Parce que si j'arrive du coup à comprendre un peu le système, c'est voilà, au début, elle présente, on va dire, ses compétences, enfin non, je veux dire, son background en termes de diplôme, etc. Et après, quand elle fait son storytelling, il faut toujours qu'elle lit ce côté où, ok, d'accord, j'ai fait ça en entreprise, etc. Tout en ne dévoilant pas tout. Il faut garder justement l'aspect pour la suite. Mais comment j'ai fait ça? Parce que j'ai tel savoir-être qui explique justement le fait que sur le terrain, j'arrive à faire ça. Par exemple, je sais pas, elle fait des robes, parce que je sais pas, je suis créative, ok. Mais au moins faire un peu un pont, quoi. Il faut qu'il y ait des ponts. En fait, pour bien peut-être plus comprendre, le pitch, on appelle ça, son nom entier, c'est un pitch elevator. Ça veut dire quoi, elevator? Je vais vous donner la définition. Ok, ça veut dire ascenseur. Il y a une notion d'élévation. Pourquoi on appelle ça le pitch elevator? Bah, tiens, on va raconter une petite histoire comme ça, on va faire une immersion dans l'histoire et dans la genèse du terme pitch. Imagine que tu es à Dubaï, là où il y a des, ou à Singapour, là où il y a des tours qui sont très élevées. Tu arrives, tu es en bas, tu appelles ton ascenseur. Et puis au moment où l'ascenseur arrive, il y a une autre personne qui arrive, il y a un monsieur, une dame, peu importe. Elle arrive, ah, tiens, monsieur Célio, vous allez à quel étage? Ah bah tiens, je vais au dernier étage, je vais au 80e étage. Ah bah ça tombe bien, moi aussi. Ok. Vous appuyez tous les deux sur le bouton 80. Et puis le temps que l'ascenseur monte, l'autre personne, dès le départ, dit mais qui êtes-vous, monsieur? Qui êtes-vous, madame? Et le temps que l'ascenseur monte, bah, j'ai pas 3 heures, j'ai pas 8 minutes. Je peux avoir 1 minute, 45 secondes, allez, 1 minute 15, 1 minute 20, pour expliquer très brièvement, mais de façon très impactante, qui je suis, ce que je fais. Et que quand l'ascenseur arrive au dernier étage, au 80e étage, ding, les portes s'ouvrent. Ah bah, Célio, ce que vous m'avez dit, ça m'intéresse. Voilà ma carte de visite. Rappelez-moi, on en discute autour d'un café. Bah là, tu as suscité l'intérêt. Dans un laps de temps extrêmement court, j'ai su trouver des arguments extrêmement forts qui ont impacté, qui ont permis à l'autre de se dire lui ou elle m'intéresse, il faut absolument que j'en découvre davantage. Et là, tu as gagné. Voilà le pitch, un pitch elevator, exactement quel est le rôle de ce pitch-là finalement. Et c'est un pitch, en plus, si je comprends bien, qui à chaque fois peut être aussi différent en fonction de l'entreprise qu'on a, parce qu'il va falloir cibler les besoins, etc. Donc ça, à ce niveau-là, c'est super clair. Et pour du coup continuer l'avancement, on vient après à la partie un peu questions-réponses, du coup, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux nous en dire justement là-dessus? Alors, le jeu de questions-réponses, c'est presque le plus facile. Pourquoi? Déjà, qu'est-ce que c'est déjà la question-réponse? Alors, la question-réponse, c'est qu'à un moment donné, voilà, j'ai fait volontairement, j'ai fait un monologue de 2 minutes, on va dire ça comme ça, et maintenant, ça y est. L'autre, l'interlocuteur, rentre en scène et il a besoin de valider, il a besoin d'aller questionner finalement si ce que je dis, c'est vrai, parce qu'il faut se rappeler que quand on passe un entretien d'embauche, sur notre front, il y a marqué quoi? Il y a marqué inconnu. Quand bien même vous êtes le meilleur en poste, quand bien même vous êtes brillantissime dans votre poste, la personne qui est en face de vous ne vous connaît pas. C'est sûr. Et un inconnu, il faut gagner quoi? Ça, confiance. Comment je gagne la confiance d'un inconnu? En expliquant, en argumentant. Et il y a une méthode qui est très simple, qui est la méthode CAR, comme une voiture en anglais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand la personne va dire Jérémy, vous m'avez parlé à un moment donné que vous étiez excellent en négociation commerciale ou que vous étiez un très bon manager d'équipe, que ça vous plaisait, patati, patata, patata. Pour l'instant, ça ne reste qu'un avis.
peut-être que cet avis que j'ai, ça tombe bien parce que je l'ai détecté dans l'offre d'emploi et en plus de ça, le but, c'est pas de mentir. Hein. Le but, c'est vraiment d'être authentique, mais de matcher avec l'offre d'emploi. Mais comme dans le pitch, on a dit qu'on n'allait pas tout dire, j'ai pas donné toutes les informations parce que je savais, ou en tout cas j'espérais, que le recruteur me questionne dessus. Et là, ça tombe bien, il me questionne dessus. Normal, il a pris ses notes au moment où j'ai fait mon pitch. Donc du coup, quand il va me poser la question, Jérémy, est-ce que vous pouvez développer en quoi vous êtes excellent dans le démarchage commercial? Je vais utiliser la méthode CAR. Ah ouais. C'est une méthode, c'est une structure. Alors, il y a la méthode STAR, la méthode CAR, il y a plusieurs structures. Le principe, c'est tout le temps le même. Pour que l'autre, parce que l'autre n'était pas là quand moi j'ai pu réaliser ça. Donc le C, le C, c'est le contexte. Il faut absolument que je donne un certain nombre d'informations pour que mon interlocuteur se mette avec moi, fasse une immersion. Voilà, donc c'était il y a 2 ans dans telle entreprise, l'entreprise Y. À un moment donné, nous avions des objectifs commerciaux qui étaient très élevés. On était une équipe de 8 personnes. Bref, vous allez contextualiser pour que l'interlocuteur comprenne véritablement dans quelle mesure vous avez été capable de faire quoi, le A de la méthode CAR, des actions. Voilà dans ce contexte-là, les actions, les missions que j'ai pu mener. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait une relance, il m'a fallu faire preuve de force de proposition, d'abnégation, de patience, bref. Vous allez expliquer les actions que vous avez menées. Et souvent, le candidat, il s'arrête là. Il se dit, voilà, j'ai dit ce que j'ai fait, à vous d'en déduire que je suis un bon. Alors qu'il a oublié le plus important. Le R, c'est quoi? Résultats. Les résultats, parce que c'est grâce à un résultat qu'on est capable de vérifier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous dites que vous avez fait des économies. Telle action, dans tel contexte, j'ai pu augmenter mon taux de transformation de 3% qui s'élevait finalement à 52 000 francs sur l'année 2025. Mais par exemple, j'ai une vraie question par rapport à ça, parce que ça m'arrive beaucoup avec mes profils où je leur demande beaucoup de mettre du tangible, du concret, du factuel. Bien sûr. Il peut arriver, je pense, dans des circonstances où peut-être c'est peut-être un peu compliqué de quantifier. J'arrive pas à te donner un exemple précis. Ou par exemple, si je pourrais dire, imaginons peut-être quelqu'un qui met en place, on va dire, un nouveau fonctionnement de coordination de travail en termes de transmission d'informations. Meilleur échange, plus de fluidité, moins de friction entre les interlocuteurs. Mais j'ai compris ta question. Il a un peu du mal à apporter un peu de palpable. Comment il fait? Donc, c'est une excellente question. Donc, l'idée, systématiquement, c'est de tout le temps utiliser des verbes d'impact. C'est-à-dire que des fois, c'est difficile de quantifier en disant j'ai augmenté de 3,2% le chiffre d'affaires. Donc, alors, il n'y a pas que du quantifiable avec des chiffres. C'est qu'à un moment donné, j'ai mis en place un nouveau process, ce qui a permis justement de fluidifier le mailing par rapport aux prospects que nous avions. C'est-à-dire que au lieu d'envoyer, alors là je vais repartir sur des chiffres, mais au lieu d'envoyer 150 mails par jour, on en a envoyé 200. Bon, là, je suis sur la déformation où je retombe sur des chiffres. Parce que tu as le côté très factuel, mais c'est très bien. Mais du coup, je me dis plus pour celui… Des verbes d'impact, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va être… l'idée, c'est par exemple… je vais essayer de prendre mon cas de figure. Si on me dit combien de personnes, Jérémy, tu as accompagné et sur le nombre de personnes, sur les plus de 500 personnes que tu as accompagnées, combien de personnes ont retrouvé un emploi tout de suite derrière? Pour moi, c'est difficilement quantifiable parce que quand j'accompagne quelqu'un, ce n'est pas juste pour une offre d'emploi à un instant T. Moi, je peux accompagner une personne pour vraiment retravailler une posture, créer une transformation sur elle-même. Peut-être que la personne, elle va peut-être pas avoir l'entretien la semaine prochaine. Par contre, le mois d'après, elle va réussir notre entretien et je serai plus forcément en contact avec cette personne-là. Donc, plutôt que de me dire « Ah, alors là, c'est difficile de savoir parce que je ne suis pas en contact avec toutes les personnes », ce qui est une réalité, mais ce qui sera moins impactant à l'oral. Donc, l'idée, c'est de dire « Écoutez, comment j'évalue mon travail ?» C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je termine justement l'accompagnement avec la personne, je m'assure par un questionnaire de satisfaction, je m'assure par une évaluation que je fais, par des simulations, après c'est toute ma méthodologie que je mets en place avec la personne, je m'assure que cette personne-là, elle a tous les moyens à sa disposition pour réussir. Et du coup, quand je termine l'accompagnement avec la personne d'elle-même me verbalise
qu'elle a tous les éléments en sa possession. Après, si par la suite, cette personne-là, je sais parce qu'elle m'a recontacté ou quoi qu'est-ce qu'elle a trouvé, Ouais. oui. Mais des fois, c'est pas forcément évident de tout savoir. Donc, l'idée, souvent, quand on pose ces questions-là, c'est de voir les process qu'on est capable de mettre en place. C'est-à-dire que, par exemple, un process d'évaluation, un process de remédiation, un process avec un questionnaire de satisfaction, ça va être des moyens qui vont permettre finalement de mesurer l'impact de l'action que nous avons eue. Tu vois? Concrètement, dans un cas précis, on va dire, je sais pas, par exemple, quelqu'un qui met en place un nouveau système justement d'interaction par rapport à la transmission d'informations, parce qu'avant il y avait de la friction, il peut me donner en termes de retour que oui, actuellement, l'entreprise, enfin non, les collaborateurs sont bien plus satisfaits. Ouais. Ils La se sentent plus fluidité des épanouis au échanges, travail, voilà, plus l'épanouissement au d'échanges, travail, voilà. peut-être une réduction du taux d'absentéisme, peut-être la mise en place de routines d'excellence qui fait que peut-être une fois par mois, il y a un petit déjeuner qui est organisé au sein de l'équipe. Enfin, Puis même derrière, ce qu'on remarque, on peut comme toujours revenir sur un truc comme un peu tangible. En le disant, je me suis rendu compte, tu vois, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a toujours possibilité de trouver matière à expliquer ça. Ouais. Encore une fois, le recruteur, c'est ce que je disais en début d'interview, c'est que le recruteur, il n'est pas là pour nous déshabiller et trouver là où les points qui font mal. Non. En fait, en réalité, il y a toujours du factuel. Du moment où tu mets de l'impact, normalement, ça peut toujours se quantifier. Enfin, je n'arrive pas à voir s'il y a des situations où ça se quantifie pas. Alors, l'idée, c'est vraiment le plus possible d'être capable que ce que l'on dit, ce soit vérifiable. Parce que sinon, il y a un exercice qui s'appelle fait, sentiment, émotion. Ouais. Et en fait, le sentiment et l'émotion, ils sont créés à partir d'un ressenti. Par contre, le fait, donc c'est-à-dire le côté factuel, ça, c'est comme un juge. Il va juger des faits. Un recruteur, à un moment donné, pour valider le fait que vous soyez un bon commercial, qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être vous mettre en situation. Il va, dans cette situation-là, il va peut-être se rendre compte si vous respectez bien la structure de vente. Ouais. Donc, la structure de vente, c'est quelque chose de vérifiable, même si ce n'est pas un chiffre. C'est tiens, il a respecté la phase découverte du besoin. Ouais. Mais si il se dit, il n'a pas respecté la phase découverte du besoin, il va estimer que ça n'est pas valide et qu'au final, ce n'est pas vérifiable. Donc, on n'est pas dans du chiffre, mais on va être dans du factuel. Donc, c'est vraiment tous ces éléments-là de logistique à prendre en compte. Non, mais en tout cas, je te remercie. C'est plus clair, en tout cas là-dessus, et ça donne vraiment une vraie trame. On a vu donc toute la partie entretien, soit le pitch, la phase des questions-réponses en utilisant justement la méthode CAR. Maintenant, la question, c'est lorsque ce candidat, du coup, a fait toute cette structure, donc bien cadrée, bien organisée, comment après, parce que j'imagine quand même que d'autres candidats sont quand même aussi préparés, comment il pourra faire la différence, lui, par rapport à toute cette concurrence? Il ne faut quand même pas se le cacher, en Suisse, la concurrence est juste énorme. Oui, en fait, c'est un puzzle. C'est-à-dire qu'un puzzle, pour que l'image elle soit la plus claire possible, il faut qu'il y ait le plus possible de pièces du puzzle. C'est-à-dire que si tu mets 3 pièces du puzzle et que je te dis, Sylvio, essaye de découvrir quelle est l'image finale, à moins d'être devin ou à moins d'avoir un gros coup de chance, c'est difficile. Or, si tu as le plus de pièces possible, tu vas te dire, tiens, ça c'est un cheval, ça c'est une voiture, ça c'est un coucher de soleil, etc. Sauf que là, l'image du puzzle, c'est ni un cheval, ni une voiture ou un coucher de soleil, c'est le candidat. Et en fait, c'est l'accumulation de toutes ces parties-là, en fait, qui va faire que, c'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait de la connaissance de soi, on parlait de la connaissance de l'entreprise, on parlait de la maîtrise du pitch. Parce que la maîtrise du pitch, alors nous, on l'aborde de façon théorique, mais après, quand par exemple, moi, je le travaille avec les personnes que j'accompagne, c'est du factuel. On refait le pitch, on le fait de différentes façons, il y a de la technique, il y a de la verbalisation, il y a des points clés. Les points clés sont en fonction du parcours de la personne et de ce que recherche l'entreprise, il y a la valeur ajoutée, bref, il y a tout un tas d'éléments qui vont faire que ça va être très consistant. Et par effet de ricochet, plus la personne elle va arriver avec une structure solide, avec des arguments qui tiennent la route, à un moment donné, elle va se sentir en confiance, elle va se sentir légitime, elle va se sentir professionnelle. Pareil, moi, quand je travaille tout ça avec les personnes, je leur demande systématiquement de développer le champ lexical de leur métier. Parce que très souvent, et ça c'est dommage, il y a des personnes qui vont connaître 3, 4, 5, 6 mots-clés,
et ils vvont s'arrêter à ces mots-clés-là. Mais la langue française, elle est suffisamment riche pour à un moment donné se dire, bah voilà, plutôt que j'ai amélioré un process, bah peut-être de dire à un moment donné, quel autre verbe d'impact je pourrais apporter. Et donc du coup, parce que finalement un entretien d'embauche, c'est comme un clou. Un clou, si j'appuie qu'une fois, est-ce que le clou il va rentrer en entier? Non. C'est la répétition de la tâche qui va faire que le clou il va rentrer. Et à la fin, d'où l'expression, il faut enfoncer le clou. Ça veut dire que j'ai mis plusieurs étapes, j'ai mis plusieurs phases pour justement faire en sorte que l'autre se dise « ce profil-là, il me plaît ». Mais dans « il me plaît », bah, c'est quelles sont les compétences clés qu'il peut me proposer. Ouais. Dans cette fameuse projection, à un moment donné, est-ce qu'il se projette avec moi? Et on va le voir parce que dans les comment dirais-je, dans le fameux jeu de questions-réponses, à un moment donné, à la fin, bah, le recruteur, il va demander au candidat, Monsieur Dupont, Madame Durand, avez-vous des questions? Aujourd'hui, il y a trop de personnes, soit ils disent non, tout est clair, ou soit ils vont poser des questions. Est-ce que vous avez des tickets restaurants dans votre entreprise? Est-ce qu'il y a une cantine, etc., etc. Bien sûr que bien sûr qu'on a besoin de le savoir, mais stratégiquement parlant, c'est pas lors de l'entretien et c'est pas à ce moment-là qu'il faut poser ces questions-là. Ouais. Il y a des questions qui sont bien plus pertinentes à poser à la fin de l'entretien, qui vont être beaucoup plus liées au poste et à la projection. On parlait d'une projection, c'est-à-dire déjà, si le recruteur ne l'a pas verbalisé, pour quelles raisons êtes-vous amené à recruter sur ce poste-là? Même pour nous, en tant que candidat, c'est important de savoir où est-ce que je mets les pieds. Est-ce que la personne avant moi, est-ce qu'elle s'est faite licencier? Est-ce qu'elle a démissionné? Est-ce qu'elle est partie en retraite? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que c'est une restructuration? Est-ce qu'il y a eu un jeu de chaises musicales au sein même des équipes? C'est important pour la personne. Encore une fois, il faut être capable de comprendre aussi quels sont les différents défis du poste. Ouais. Ça veut dire que déjà, le candidat, il se projette. À un moment donné, que prévoyez-vous comme intégration ou comment intégrez-vous vos nouveaux collaborateurs? Est-ce qu'il y a une formation continue? Est-ce qu'il y a une formation initiale? Est-ce qu'au départ, je vais être avec un tuteur? Est-ce que je vais être lâché en pleine nature comme ça tout seul? C'est important de savoir comment va commencer cette nouvelle aventure-là. Là, j'imagine que ce sera peut-être plutôt plus vers la fin, en question finale. Oui. Là, dans ce jeu de questions-réponses, on part du principe, ça y est, tout à la fin, la personne, elle a dit ce qu'elle avait à dire, etc. Il y a eu un échange fluide. C'est qu'à un moment donné, parce qu'on va nous poser la question, avez-vous des questions? Et là, il ne faut jamais dire non. Ok. On serait plutôt, toi, si je comprends bien, plus dans la partie question finale où on fait la différence, du coup. Alors, non, c'est pas forcément la différence. C'était tout à l'heure, je parlais de pièces du puzzle qui vont permettre d'avoir une image claire. C'est une nouvelle pièce du puzzle. D'accord. Ça ne veut pas dire que si tu ne poses pas des questions pertinentes à la fin, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas te prendre. Et à l'inverse, ce n'est pas parce que tu en poses qu'on va forcément te prendre. Mais c'est vraiment une accumulation de choses. Vraiment, pour se démarquer, il faut connaître sa valeur ajoutée. D'accord. Sa valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le recruteur, encore une fois, je me répète, mais c'est un être humain. Il est comme toi et moi, le recruteur. Donc, à un moment donné, il a besoin de clarifier sa pensée, de clarifier ses idées. Parce que souvent, ce que j'aime à répéter, c'est on ne recrute pas forcément la personne la plus compétente, on recrute la personne que l'on comprend le mieux. Ouais. Et pour être compris, il faut que déjà, moi-même, je sois convaincu de ce que je dis. C'est ce que je disais tout à l'heure, pour être convaincant, il faut déjà être soi-même convaincu. C'est-à-dire que ma valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'à compétence égale, pourquoi Célio plutôt que Jérémy? À compétence égale. Si Célio ou Jérémy ne sait pas répondre à cette question-là, on va être bien embêté. Alors que si je connais ma valeur ajoutée, c'est qu'à un moment donné, je vais pouvoir exprimer que si vous me recrutez, voilà aujourd'hui l'état des lieux de la situation. Demain, avec Célio ou avec Jérémy, avec Julie, voilà quelle pourrait être la situation. Ouais, la situation, d'accord. Et c'est que là-dessus, je pense, en tout cas, si j'arrive bien à suivre ça, que cette personne puisse faire la différence, elle doit déjà se connaître soi, savoir ses atouts différenciants, les adapter aussi par rapport, du coup, bien entendu, au recruteur. Et est-ce que c'est pertinent, typiquement, pour le candidat, parce que, bon, il peut s'informer sur l'entreprise, sur le site, etc., mais il peut potentiellement s'intéresser sur le responsable, la personne. Bien sûr. Mais du coup, on a LinkedIn, où des fois, on a quand même un peu de data.
Est-ce que ça suffit, ça, pour comprendre un peu la personne? En fait, souvent on dit que l'excellence, elle se cache où? Dans les détails. Mhm. Encore une fois, c'est plus un détail si à force, j'amène des bons points, j'amène du contenu. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous savez qu'en face de vous, il y a 2 interlocuteurs, il y a une directrice des ressources humaines Ouais. et il y a un directeur de production. Mhm. Bah déjà, je sais que j'ai 2 postes différents. Je Ouais. peux déjà aller voir, et comme tu le disais, aujourd'hui, il y a de la data qui est disponible. Je peux aller voir peut-être le parcours de chacun. Est-ce que la personne, ça fait 20 ans qu'elle est dans la boîte ou est-ce qu'elle est arrivée il y a 1 an? Si elle est arrivée il y a 1 an, où est-ce qu'elle travaillait auparavant? Si c'est une personne qui a gravi tous les échelons comme vous, c'est à un moment donné d'avoir de la stratégie et le bon sens, de dire, bah voilà, de mettre en avant justement la progression au niveau de sa carrière, de mettre en avant, parce qu'elle l'aura vu cette personne, si j'ai la DRH qui a fait 20 ans dans la même boîte et qui a gravi tous les échelons, eh ben, elle trouvera un point de convergence avec son propre parcours. Donc ce serait judicieux et ce serait vraiment une super perche tendue de se dire, bah voilà, moi, alors, pas dire comme vous, parce que là, ça veut dire que l'avantage qu'on a, il tombe à l'eau. Mais Ça fait trop bah, bien sûr, calculé, quoi. bah oui, l'idée c'est de dire voilà, moi ce qui m'intéresse en tout cas, c'est vraiment de m'inscrire de façon durable dans une entreprise. J'ai vraiment besoin d'avoir cette culture d'entreprise parce que pour moi j'ai besoin de m'identifier aux valeurs, etc. Quand elle va dire ça, là, ou le candidat quand il va dire ça, bah, qu'est-ce elle va se dire la DRH derrière? Ah bah tiens, elle va faire une personnification de son discours. Ah bah ça tombe bien, c'est exactement mon point de vue, mon parcours. Donc sans forcément lui dire frontalement, eh ben, elle aura marqué des points. Directrice des ressources humaines, il y a le mot humain. Peut-être que je vais avec cette personne-là axer beaucoup plus sur mes savoir-être. Directeur de la production, je vais peut-être beaucoup plus axer mon discours avec lui sur les résultats, sur la productivité, etc., etc. Mais tout ça, il faut comprendre tout cet écosystème-là, il faut comprendre qui on a en face de nous, mais surtout, je dirais, vraiment, il faut rester authentique. Encore une fois, le but, ce n'est pas de dire tout ce qu'ils veulent entendre. Il va falloir trouver des points de convergence, mais il va falloir être soi-même. Et pour être soi-même, il faut savoir qui on est. Tu vois, on retombe toujours sur cette fameuse question. Bah oui, ouais. parce qu'à un Ça moment qui donné, crée la différence, quoi. oui. Je comprends. C'est un point qui est très pertinent. Et maintenant qu'on a compris donc comment faire la différence, c'est clairement déjà se retrouver soi, comprendre qui on est, quelle est sa valeur différenciante. Quelles seraient du coup les erreurs à ne pas commettre? Alors, les erreurs finalement, elles sont assez simples et évitables facilement. On disait tout à l'heure que réciter son CV, pour moi, c'est l'erreur de base. Pourquoi selon toi Parce qu'il a déjà sous les yeux ta feuille. Ouais. À quoi ça sert Est-ce qu'il va recruter un bout de papier ou il va recruter une sensibilité? Il va recruter une énergie, il va recruter une personnalité, il va recruter un humour. Est-ce que sur ton CV, je sais toi Célio, comment tu réagis sous pression? Je ne le sais pas. C'est vrai. Je ne peux pas le savoir. Ouais. Est-ce que je sais quelle énergie tu as? Est-ce que je sais le débit que tu as? Est-ce que je sais à un moment donné le sourire que tu peux avoir? Est-ce que je sais comment tu vas réagir quand tu vas être mis en difficulté? Ouais. Est-ce que je sais la prise de recul que tu pourrais avoir? Je ne peux pas le savoir sur un bout de papier. Donc le CV permet d'avoir une base de départ forcément. Et puis le CV en fait permet d'ouvrir la porte, mais il ne permet pas de rentrer. Le CV permet d'ouvrir la porte, mais il ne permet pas de rentrer. Ce qui va permettre de rentrer, c'est la personne, c'est la personnalité, c'est l'énergie, c'est l'interaction que je vais avoir avec l'autre. C'est l'humilité de dire « je ne sais pas tout faire, mais je suis prêt justement à me retrousser les manches, je suis prêt justement à investir de ma personne, je suis prêt à monter en compétence parce que dans la fiche de poste que vous proposez, je me reconnais. Je me reconnais dans les valeurs que vous avez. J'ai le sentiment qu'ensemble, et ça c'est vraiment important, il y a trop de personnes qui oublient de parler de la projection. C'est-à-dire que finalement, un entretien d'embauche, c'est de la séduction, mais c'est de la séduction professionnelle. C'est-à-dire que si tu as 2 personnes qui sont là pour se séduire, mais qu'à aucun moment, elles arrivent à visualiser ensemble, peut-être des vacances, peut-être fonder une famille, peut-être qu'est-ce qu'on pourrait faire de nos week-ends, etc., etc., bah à quoi bon? La personne, elle doit apporter une plus-value. Elle doit permettre à l'autre de se sentir elle-même, de se sentir épanouie. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc, réciter son CV, ça, c'est l'erreur de base numéro 1. Les réponses trop longues, pareil.
le plus possible essayer d'avoir des réponses qui sont concises. C'est pour ça que la préparation en amont, en clarifiant avec des points clés, va permettre d'aller directement à chaque fois sur des points clés. Donc toujours, en tout cas, si je comprends bien sur la réponse, on part sur cette méthode CAR pour répondre. Et combien de temps tu penses, en termes de délai, c'est bon pour une réponse, pour pas que ça soit trop long? Ça dépend. Après, il ne faut pas dépasser peut-être 1 minute 30 maximum. Ok. C'est-à-dire 90 secondes, 90 secondes, ça peut être bien. Après, encore une fois, tout dépend de la question, tout dépend si on nous demande de développer, tout dépend si à un moment donné, il y a de l'interaction par rapport à la réponse. Ouais. Mais globalement, il faut être, assez sharp, faut être assez concis. Il faut être vigilant aussi sur le manque d'énergie et d'assurance. C'est-à-dire que ça, c'est ce qui va être attrait souvent au non-verbal. Le non-verbal, il faut savoir que c'est quand même 60% du message. Donc. Parce que d'ailleurs, c'est vrai, c'est un point aussi sur les erreurs. Le non-verbal, des fois, on parle, je sais pas, moi, des points tout bêtes comme la poignée de main, poignée de ferme, regarder dans les yeux. Ouais. Puis il y en a aussi des fois qui ont du mal à regarder dans les yeux. Je sais qu'on donnait une technique, je crois, troisième œil. Alors après, c'est avoir un strabisme. Mais effectivement, alors ça, c'est les choses un peu plus basiques, mais j'ai presque envie de dire, au-delà de la poignée de main, c'est vraiment l'énergie que l'on va renvoyer. Encore une fois, vous n'avez pas besoin d'en faire des tonnes, vous n'avez pas besoin de faire de la poésie ou des choses comme ça. C'est qu'à un moment donné, la personne, il faut qu'on ressente qu'elle est elle-même et surtout qu'elle a la détermination d'intégrer l'entreprise. Cette détermination-là, il faut qu'on la ressente. Et comment on peut la faire ressentir? C'est justement grâce à l'énergie qu'on va mettre, grâce au sourire qu'on va pouvoir apporter, grâce à un moment donné à la qualité des réponses, grâce à la qualité des verbes d'impact. C'est pas forcément se mettre en action de façon théâtrale. C'est pas forcément ça. C'est le point justement sur lequel je suis en train de mentionner parce que j'ai un peu cette vision, après tout dépend de son caractère. C'est ça. Mais le fait de arriver confiant, vrai point, etc. Tout le monde n'a pas ce tempérament-là. Et je pense que c'est un point qui est bon où tu dis que tu dois refléter qui tu es. Mais donc du coup, je sais pas, on va prendre quelqu'un qui est peut-être introverti. Bon, en tout cas, j'espère pour lui que dans le poste qu'il amène justement à candidater, cette qualité-là, c'est une qualité qui correspond, on va dire, au domaine. Comment, par exemple, quelqu'un d'introverti ou peut-être un peu moins affirmé, qui a peut-être moins à venir là-dessus, comment il se présente, lui, tu vois? Encore une fois, tout à l'heure, je disais que dans ma carrière, j'ai vu plus de personnes qui étaient réservées et dites peut-être introverties qui ont réussi. C'est une réalité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce qu'on peut être réservé, mais qu'on peut penser à sourire? Est-ce qu'on peut être réservé et avoir une structure? Est-ce qu'on peut être réservé et penser à remercier à la fin? Est-ce qu'on peut être réservé et regarder la personne en face? C'est possible. Alors oui, peut-être que ça va demander peut-être un effort, mais le jeu en vaut la chandelle. C'est quoi? C'est 1 heure d'entretien, 3/4 d'heure, allez, 1h30 d'entretien. Si la personne, elle a cette capacité pendant 1 heure, à sortir un petit peu de cette zone de confort parce qu'elle a vraiment envie, à un moment donné, c'est pas celui qui a le plus envie, c'est pas celui qui va plus crier qu'il a envie. Il va peut-être le démontrer dans le choix des arguments, dans le choix de la projection. Si la personne ne se projette pas, même si elle chante avec vous, elle ne va pas être prise. Et au niveau même de la posture, je sais pas, la façon dont on se tient, même au niveau de la chaise, etc. Est-ce qu'il y a des recommandations, des choses comme ça? Alors l'idée déjà, c'est qu'il faut systématiquement venir avec de quoi noter. Un petit calepin, une feuille. Même si vous ne prenez pas de notes, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de prendre des notes. Mais en tout cas, soyez prêts. Parce qu'ils peuvent vous mettre en exergue directement. Tiens, je vais vous donner une information, vous prenez cette adresse mail-là. Si vous n'avez pas de quoi noter, vous êtes embêté. Donc, avoir de quoi noter. La posture, simple. Utilisez la table comme support, comme ami. C'est-à-dire que ce que je dis tout le temps, la table, c'est votre ami. Il y a des gens, justement, comme ils sont stressés, ils vont toucher leurs cuisses, ils vont toucher leurs mains, ils vont avoir un stylo 4 couleurs. Non, la table est votre support. Gardez vos mains sur la table, tranquillement. Et puis voilà, soyez droit. Évitez d'être trop… Non, après, c'est du bon sens. Si à un moment donné, parce que, et ça peut être un piège aussi, c'est que des fois tellement on se sent bien pendant l'entretien, tout de suite, comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Si la personne elle a l'habitude d'être tout le temps comme ça, peut-être que pour elle, elle va se sentir bien, elle va se sentir à l'aise. Mais quelle est l'image que je renvoie? Ça veut dire que l'image que je renvoie, c'est que lui ou elle, en quoi, une demi-heure de temps, 3/4 d'heure de temps, ça y est, il a pris ses aises. Qu'est-ce que ça va être au bout de 6 mois?
si je vais lui demander quelque chose et qu'il ne voudra pas le faire parce qu'il aura trop pris ses aises. Mm. Donc l'idée, c'est de ne pas trop en faire, de rester naturel, vraiment simple. La sobriété est la meilleure D'accord. le meilleur des comportements à avoir, vraiment. Et l'autre point sur lequel je vois aussi important, parce que alors moi je vois dans les profils que j'ai un petit peu tout. J'ai autant des techniciens bureaux d'études où là voilà on va avoir une tenue on va dire un peu hybride, à la fois corporate, à la fois on va dire un peu plus terrain. J'ai vraiment des profils mécaniciens, etc., techniciens de service qui Ok. eux sont vraiment dans l'opérationnel. Ouais. En entretien, est-ce qu'il faut qu'ils viennent typiquement en chemise, etc., ou ils peuvent venir Mm. jean, t-shirt? Alors, Quel est un peu l'entre-deux? ok, donc c'est une bonne question. C'est-à-dire que, encore une fois, il faut avoir à l'idée, même si demain vous postulez pour être carrossier ou être garagiste, Mhm. en soi, bien sûr, vous n'allez jamais travailler en chemise, en pantalon, quoi que ce soit. Mais c'est à un moment donné, c'est comme se dire, je vais aller à un mariage, et à un mariage, je sais qu'il va y avoir plein d'amis à moi, et ça va être cool, et puis à un moment donné, je sais qu'on va danser, etc. Bah, est-ce que pour autant on va venir en jean polo? Mhm. Non. C'est-à-dire que le fait de venir bien habillé, euh, ça renvoie déjà une idée de j'ai fait un effort parce que je suis dans un contexte où j'ai envie de montrer une belle image de moi-même. Maintenant, il ne faut pas trop en faire non plus. C'est-à-dire qu'il faut avoir le dress code de là où on va, ou en tout cas du poste sur lequel on postule. C'est-à-dire que si demain je postule, pour rester sur ton exemple, carrossier, et que j'arrive, costume 3 pièces, cravate, etc., chaussures vernis, c'est pas adapté. Mhm. On est d'accord. Mais entre je mets un jean, je mets un jean t-shirt et je mets un costume 3 pièces, je pense qu'il y a un juste milieu. Voilà, mettez un petit polo, voilà, classe, mais il faut être dans le Ouais. dress code. Par contre, pour des profils un peu plus où on va attendre justement un certain dress code, ça, l'idée c'est, dans la mesure du possible, c'est pour ça que c'est important de comprendre là où on va, c'est peut-être mettre pardon, les codes couleurs de l'entreprise, mais de façon implicite. Mhm. Ça va déjà renvoyer une image. Encore une fois, l'excellence se cache dans les détails. Ça ne veut pas dire que si vous ne le faites pas, vous n'allez pas être pris, bien évidemment. Mais vous pouvez le Pour des mettre en milieux place. un peu plus élitistes ou pas spécialement? Ça dépend. L'autre fois, j'accompagnais une personne qui avait postulé chez Swisscom. Et de mémoire, Swisscom, c'est bleu marine. Et bah, c'est un petit peu comme je suis là aujourd'hui. Mhm. Bleu marine et blanc. Bah, elle a été, elle est partie habillée, c'était une fille, elle est partie habillée le jour J avec la tenue. Et ils m'ont fait la remarque, mais de façon positive. Ah bah tiens, en plus, vous avez mis les couleurs déjà. Et en plus, elle a été prise, cette personne-là. Mhm. Donc c'est vraiment, encore une fois, si vous ne le faites pas, vous pourrez être pris aussi. Mais moi, je suis convaincu que plus vous allez mettre de pièces sur le puzzle, Ouais, bah oui, je plus sais. l'image elle sera claire à la Augmente. fin. Le petit millième en C'est plus ça. fera peut-être la différence, quoi. C'est ça, parce que des fois, mais il faut comprendre que pour le recruteur, c'est pas simple. Il peut avoir 2, 3, 4 profils qui sont super Ouais, qui sont, intéressants. ouais, Et comment il doit déterminer? ça va être sur du micro-détail, ouais. Parce que la mission, finalement, votre mission en tant que candidat, Mhm. c'est de donner envie aux recruteurs de vous faire confiance. Mhm. C'est vraiment ça. Faites-moi confiance, vous verrez qu'il y aura des résultats. Parce qu'en vrai, l'entretien, il peut tenir en 2 questions. Hein. Mhm. Qui êtes-vous? À quoi allez-vous me servir? Voilà, fin de l'entretien. On rentre à la maison. Qui êtes-vous? À quoi vous allez me servir? Forcément, on met les formes, etc., etc., etc. Mais tu vois, la première question, c'est quand même qui êtes-vous? Ouais, c'est toujours le même point, en fait, le centre. Mais c'est assez clair, en tout cas, là-dessus, sur ces fameuses erreurs. Voilà, surtout, on ne récite pas son CV, Non, quoi. non. Vraiment, on pousse, on va plus loin. Et puis aussi, voilà, tout cet aspect non-verbal qui est aussi très important, comme on a pu justement le voir. Maintenant, on vient du coup qu'on s'est présenté, on a fait le pitch, on a eu les questions-réponses, on a fait justement cet aspect de différenciation, les erreurs aussi à ne pas commettre. Bien maintenant, la fin de l'entretien. Quelles sont les questions pertinentes justement à poser en fin d'entretien? Alors, les questions, c'est ce que ça, je l'avais évoqué tout à l'heure, c'est voilà, comment intégrez-vous vos nouveaux collaborateurs? Ça va être comment dirais-je,
Oui, qu'est-ce qui fait que pour vous, un collaborateur a des résultats qui soient intéressants? Ça va être vraiment une projection sur l'entreprise. Pour quelles raisons êtes-vous amené à recruter, etc., etc. C'est-à-dire que l'idée à chaque fois, c'est de trouver des questions qui font sens avec le poste et où on pourrait presque se mettre dans la peau du futur collaborateur ou de la future collaboratrice en disant voyez, je me projette déjà. Est-ce que vous serez peut-être mon supérieur hiérarchique dans l'équipe que je vais intégrer s'il n'a pas forcément visualisé? Est-ce que ce sont des équipes composées de combien de personnes? Tu vois, c'est vraiment à chaque fois se poser des questions qui sont. Tout à l'heure, tu prenais par exemple l'exemple du carrossier ou du garagiste. Voilà, ce sont des équipes de combien de personnes? Est-ce qu'au départ, je vais avoir une formation initiale continue? Est-ce que je vais avoir un tuteur de formation? Est-ce que je vais avoir des outils à disposition? Je ne sais pas. Ça dépend vraiment du contexte. Ok. Voilà, ouais, c'est relativement clair, en tout cas, cet aspect de projection, savoir l'environnement dans lequel il va travailler, quelles sont les évolutions, c'est relativement clair. Et du coup, l'entretien déjà se termine. Est-ce qu'il y a une forme, je sais pas, de politesse à faire, etc. Oui. Comment concrètement? Alors, ça y est, on part du principe, l'entretien est terminé. Voilà, on est sur le point de ranger ses affaires, de se lever. Déjà, règle de savoir-vivre, hein, j'ai envie de dire, remercier du temps consacré. C'est-à-dire que, voilà, prenez le temps, c'est une phrase. Hein. Voilà, en tout cas, Monsieur Dupont, Madame Durand, je tenais à vous remercier du temps que vous m'avez consacré. Et si vous sentez que véritablement ce poste vous donne envie, qu'en tout cas, voilà, les échanges ont été intéressants, bah, c'est de le dire. C'est de le dire, voilà. Je tenais en tout cas à vous confirmer vraiment et à réitérer mon intérêt pour le poste et l'émission que vous proposez. Ouais. Ça, c'est important parce que l'être humain, il va tout le temps se rappeler de l'entrée et de la sortie. Donc, mieux vous ferez une entrée et meilleur vous ferez une sortie, ils vont se rappeler de ça. Et ça, c'est important. On parlait, tout à l'heure, on disait que c'était de la séduction professionnelle, mais ça reste de la séduction. C'est comme si tu vas au restaurant avec une personne la première fois, que ça s'est bien passé, que tu aimerais revoir cette personne, bah à la fin, ça lui fera toujours plaisir d'entendre que tu as passé un bon moment et que ça te ferait plaisir de la revoir. Tu vois, il faut toujours avoir l'esprit que, encore une fois, c'est une relation d'humain à humain. On n'est pas des robots, on n'est pas insensibles. Et à un moment donné, si on fait les choses avec délicatesse, avec respect, avec humour, avec ce que vous voulez, il y a différentes façons de faire passer un message. En tout cas, ce message-là, il pourrait être bien perçu parce que surtout, ce sera le dernier message qu'ils vont entendre de vous. Vous pouvez même, alors ce n'est pas systématique parce que ça dépend encore une fois de là où vous allez postuler, mais vous pouvez suggérer par exemple de proposer est-ce que vous souhaitez par exemple que je fasse un résumé de notre entretien, parce qu'il y a des entreprises en fonction des postes bien sûr qui vont demander faites-moi un récapitulatif ou un résumé ou une synthèse de notre entretien en 5 lignes, en 8 lignes, pour voir votre capacité rédactionnelle si jamais c'est un poste où vous allez être amené justement à écrire très souvent, etc. etc. Donc, vous pouvez poser la question, soit vous dire non, écoutez, non, c'est pas nécessaire, soit vous dire oui, tiens, écoutez, c'est intéressant. Après, il faut se sentir à l'aise avec ça aussi. Ça démontrera que vous avez bien compris les points clés de l'entretien. Vraiment, et puis, une fois que l'entretien est terminé, pareil, vous pouvez, alors généralement c'est bien de le faire 48 heures après, vous pouvez envoyer un mail de remerciement, voilà, mais il ne faut pas trop en faire non plus, parce que c'est comme tout, si j'en fais trop, ça pourrait paraître un petit peu lourd. Donc non, l'idée c'est vraiment d'être délicat dans sa démarche, mais en tout cas de démontrer véritablement qu'on est intéressé par le poste. Pareil, on peut poser la question, sauf s'ils l'ont précisé, mais voilà, quelles seront les prochaines étapes du recrutement? Est-ce qu'il y a 2, 3, 4 steps? Ça dépend. Super intéressant. D'ailleurs, je fais une autre comparaison, toujours la même thématique, mais on sort un petit peu du cadre. J'avais moi assisté il y a un petit bout de temps à un formateur. Oui. Sur la partie vraiment candidature complet, et puis il y avait aussi donc un module d'entretien là-dedans. Et il y a un point qu'il expliquait. Après, lui, c'était un formateur du marché français. Le marché français est quand même un peu plus pushy, quand même, on y va. Tu vois, le marché suisse, bon, faut y aller quand même plus mollo. Il venait carrément, en fait, avec un mail de pré-entretien. Où de là, en fait, il avait analysé l'entreprise en question.
ses besoins, ses demandes, sa perspective. Et il venait déjà en fait avec une base de réflexion qu'il allait justement entamer lors de la phase d'entretien. C'est-à-dire qu'il vient un pré-email en expliquant, écoutez, voilà, par rapport à la conjoncture, ce que j'ai vu quelques thématiques justement qu'on pourrait justement aborder lors d'un entretien, où j'ai quelques justement visions ou projections, voilà, Alors, vous c'est à faire part. double tranchant. Mm. C'est à double tranchant parce que, encore une fois, peut-être, je dis bien peut-être, que la personne qui pouvait passer l'entretien, d'une, elle n'a pas les compétences pour répondre à cela. Deux, elle n'a pas forcément envie. Trois, c'est peut-être confidentiel. Et quatre, c'est peut-être pas le moment. Mm. C'est pour ça que je dis que c'est à double tranchant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire ou quoi, mais moi, je resterais plutôt, vaut mieux ne pas trop en faire. Mais ce qu'on doit faire, on le fait très bien, Mhm. que vouloir être tout azimut. Mhm. Et au final, on se grille un peu les ailes parce que je veux trop être parti, je veux trop montrer que je suis comme ça. Encore une fois, un entretien, il faut rester authentique, il faut rester soi-même. Vous avez le droit de vous tromper. Moi, je dis toujours, hein, et je le dis, et je le pense fort, à un moment donné, vous avez le droit de vous baver dessus, vous essuyer, et c'est peut-être cette maladresse-là qui va séduire, qui va charmer la personne. Plutôt que d'être une beauté froide, quelqu'un qui a tout préparé méticuleusement, etc. Il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de vie, on sent qu'il n'y a pas de… Après, il y a quand même une part irrationnelle hein, dans l'entretien, c'est la partie ressentie. C'est pour ça que, pour répondre à ta question, si la personne en fait trop, ça peut faire l'effet inverse. C'est comme le parfum. Le parfum, son but premier, c'est de sentir bon, c'est d'attirer. Si je fais bah ça fait tout l'effet inverse. Ça va repousser la personne parce que l'odeur va être trop forte, il y en aura trop. Donc, l'utilité première du parfum qui était d'attirer, bah là, elle va se retourner contre nous. Et c'est pour ça que moi, je serais plutôt d'avis de dire que faut pas trop en faire non plus. Mais ce que vous faites, faites-le bien et faites-le de façon authentique. Soyez aligné avec qui vous êtes. C'est ça. Donc je pense que c'est que limite à ce niveau-là, peut-être ne pas faire ce mail de pré-entretien. Peut-être ça dépend peut-être du poste. C'est ce peut-être que, aussi, c'est ce que j'allais dire. C'est pour ça que je disais que c'est à double tranchant parce que Ça dépend, je il faut pense, du poste. contextualiser. Ouais. Peut-être que dans l'annonce, il est expliqué, voilà, il serait recommandé de venir avec une vision, je ne sais pas, par exemple quoi. Bon, après, on n'est pas obligé de venir avec 25 questions non plus, parce que ça fait trop intrusif. Encore une fois, l'idée, c'est de se dire, je vais poser 2-3 questions, pas plus, mais ces 2-3 questions, bah, elles vont peut-être être intéressantes, ou en tout cas, elles vont démontrer est-ce que ma prise de poste, parce que si demain je suis recruté pour faire une mission, mais que je pose des questions sur une vision d'entreprise auquel moi, à aucun moment, on va me demander mon avis, Ouais, à quoi bon? il y a un impact, ouais. Ah ouais, et puis surtout que c'est pas en phase. Ouais, il faut que ça soit en corrélation avec le poste. Bien je pense peut-être sûr, que bien sûr. ça bien pourrait sûr. être viable pour un poste managérial, que c'est quelqu'un Oui, qui a voilà. une vision Demain, un tu es peu CEO d'une boîte ou quoi que ce soit, politique, ok. etc. Ouais. Ouais. Demain, tu vas être vendeur chez Zara et si tu dis oui, la stratégie de développement de Zara à l'international, qu'est-ce que vous pensez? Je vais dire, écoute, déjà, occupe-toi de ton rayon, après on verra. Faut qu'il y ait une cohérence. Bien ouais, sûr, bien sûr. C'est vrai. Je te remercie en tout cas pour ce Avec retour-là. plaisir. Et du coup, en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait donc du coup débriefer là-dessus? En conclusion, comme je disais tout à l'heure, le recruteur ne valide pas uniquement des compétences. On parlait que les compétences, ça va être le contenu, ça va être la base, mais en fait, il va valider, on disait, une personnalité, une énergie, une manière de travailler, une promesse. Finalement, c'est tout ça qui va recruter. Parce qu'il ne faut pas oublier que votre recruteur, si vous êtes pris, il va devenir qui? Votre futur collègue. Et votre futur collègue, il va vous raconter vos week-ends, ce qu'il a mangé, ses vacances, que son enfant a mal dormi, que son chat s'est cassé une patte. Donc, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'il ait envie de vous raconter tout ça. Donc, c'est, encore une fois, j'en reviens à, comme j'avais commencé, c'est une histoire d'être humain à être humain. Forcément, il y a une dimension professionnelle, il y a des enjeux professionnels, bien évidemment. À un moment donné, on va parler de mission, de compétences, etc. Mais restons nous-mêmes. Et puis, si ils ne vous choisissent pas, ils ont le droit de ne pas vous choisir. Et ça, oui, c'est important aussi. C'est ce que je répète très souvent. Souvent, les gens qui n'ont pas été sélectionnés, en fait, ils le prennent contre eux. Alors que très souvent, le mail qu'ils reçoivent, ce n'est pas contre eux. Ils vont dire, malgré la qualité de votre candidature,
nous avons sélectionné quoi? Un profil plus en adéquation avec le poste. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'il faut faire une différence entre la personne et le profil. Parce qu'il y a des gens, ils se disent, ils le prennent pour eux. Oh, je ne suis pas une bonne personne, je ne suis pas bon, ils ne me font pas confiance, je n'ai pas été assez bon, je ne me suis pas assez bien vendu. Non, c'est qu'ils ont peut-être tout simplement choisi un profil différent par rapport à un environnement de travail, à des objectifs différents, à des contraintes différentes. Ouais. Et ça permet d'être en accord, d'être un peu plus dans l'acceptation du fait que je suis OK avec l'idée qu'ils ne m'ont pas pris. Je peux être déçu, parce que la déception est une émotion humaine. Je peux être déçu, mais finalement, ils ont le droit de ne pas me prendre. Ouais. Si moi derrière, je suis en phase avec moi-même, si je suis OK avec la prestation que j'ai faite, nickel. Et des fois, la bonne surprise, c'est qu'on vous dit non, et puis peut-être 2, 3, 4, un mois et demi plus tard, on vous dit « Ah bah tiens, finalement, Monsieur Dupont, Madame Durand, êtes-vous toujours à l'écoute du marché? Parce que finalement, le poste, on aimerait bien vous donner votre chance. » Peut-être que l'autre personne qu'ils ont choisie n'a pas fait l'affaire, peut-être qu'elle est partie, peut-être qu'ils ne l'ont pas gardée. Peut-être que votre prestation, elle les a séduits. Vous ne le savez pas pendant l'entretien, mais eux, ils se sont projetés sur un autre type de poste. Ça, c'est arrivé. Hein. Ça m'est même arrivé à moi. C'est qu'à un moment donné, j'ai passé un entretien pour un poste. Donc vraiment, j'ai joué mes billes sur un poste. Mais justement, ça se passait bien, je me sentais à l'aise. Vraiment, je parlais de mon métier avec passion, etc. Sur le coup, ils ne me l'ont pas dit. Je l'ai su qu'après. Et puis en fait, quand j'ai reçu le mail, donc il me disait que non. Et après, j'avais la bonne surprise derrière pour dire en revanche, et c'est là où ils m'ont ouvert l'opportunité. Et d'ailleurs, j'avais validé. Et ouais, ça c'est possible. Alors, c'est pas tout le temps, hein, forcément, mais ça peut exister. Mais d'où le côté, voilà, je pense, vraiment être soi-même, tu vois, pour dégager vraiment son plein potentiel et que le recruteur puisse voir derrière, qu'est-ce qu'avec ça, voilà, potentiellement, il puisse collaborer, en fait, avec la personne, quoi. C'est ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, votre mission, c'est de donner envie à l'autre de vous faire confiance. Ouais. C'est une relation de confiance d'humain à humain. Et puis, il faut que vous-même aussi, vous soyez en phase avec l'autre. Encore une fois, il n'y a pas que vous qui devez montrer patte blanche. Eux aussi doivent montrer patte blanche. On disait que c'est une relation dite équilibrée, gagnant-gagnant, win-win. Ils doivent gagner en me recrutant, mais moi aussi, je dois gagner quelque chose. Des conditions de travail, un salaire, une proximité, une évolution de carrière, blablabla. Donc, il faut vraiment partir du principe où on est égal à égal. Et ça, c'est vraiment important parce que ça permettra de ne pas être dans une posture défensive ou une posture basse, mais d'être dans une posture égal à égal. Pareil, il ne faut pas non plus moi je vais vous changer votre boîte grâce à moi, je vais… tranquille. On reste humble. On peut être humble et être factuel. On peut être réservé et être souriant. Tu vois, à chaque fois, l'un n'empêche pas l'autre. C'est sûr. Je te remercie en tout cas, Jérémy. Avec grand plaisir. Je pense qu'on a pu voir d'une façon très détaillée et globale tout le cheminement justement de la phase d'entretien. Et puis aussi, je pense pour présenter aussi à l'ensemble des membres qui sont présents et qui seront présents par la suite et qui ont l'occasion de te voir. D'ailleurs, on peut aussi le mettre dans le live, mais l'objectif c'est qu'on puisse faire déjà un premier live avec toi pour que tu puisses montrer à travers déjà ce qu'on a pu voir ensemble et peut-être répondre un peu à leurs questions, etc. Avoir cet échange. Et par la suite, vous serez amené en tout cas à avoir un échange en one-to-one avec Jérémy avant l'entretien pour vraiment voir un aspect beaucoup plus terrain, plus technique de ce qu'on a pu voir. C'est ça. Là, on a partagé effectivement beaucoup d'informations. Maintenant, il faut le construire, il faut le mettre en application. On a dit que l'entretien, c'est que de la construction, véritablement. Une fois qu'on a compris la méthodologie, une fois qu'on a compris les attentes du recruteur, une fois qu'on a compris comment soi-même se positionner, verbaliser, mettre en avant des atouts différenciants, on n'a qu'une envie, c'est d'être appelé pour mettre en application tout ça. Et qu'on passe un entretien ou 18 000 entretiens, on aura toujours la même méthodologie. Et ça tombe bien parce qu'on sera toujours la même personne. Et ça, c'est facile. Et en tout cas, un entretien d'embauche, vraiment, il faut se réconcilier avec cette idée-là parce que c'est un moment qui est plaisant. Et c'est un moment où on va parler d'un sujet commun. Et c'est cool de parler d'un sujet commun. Super, je te remercie. Et puis je tiens en tout cas à dire aussi aux candidats, toutes ces informations-là,
avant d'aller justement en phase entretien après avec Jérémy, préparez-vous. Préparez-vous, conscientisez tout ça, voilà, pour que l'entretien soit le plus productif pour vous aussi sur le terrain, parce que vous aurez justement aussi des questions pertinentes après à pouvoir lui poser par rapport à cela. Je te remercie en tout cas. Merci à toi, Super. Célio. Merci et à très vite. Exactement.